une nuit mystérieuse enveloppe la ville, apportant de nouvelles aventures. Pendant ce temps, dans l'un des bars, une bière fraîche et houblonnée attendait déjà ses clients. Dans une ambiance bruyante et joyeuse, l'un des jeunes hommes se lève et proclame qu'il a été accepté aujourd'hui à l'Académie Afriya. Il invite tout le monde à boire un verre avec lui, puis s'installe à sa place et s'assoit avec son voisin. À son tour, il lui fait une remarque, à laquelle le jeune homme réagit très violemment en disant qu'il ne sait pas à qui il s'adresse. L'un de ses compagnons lui a demandé de se calmer, mais le jeune homme n'a pas cédé et a frappé la table avec son gobelet. Puis il se rassit et dit qu'en l'honneur du grand jour, il lui pardonnait. Ils commencèrent à discuter vigoureusement de l'histoire qu'ils avaient évoquée à table, à propos de l'escadron de héros sans égal. L'homme assis à côté d'eux dressa l'oreille. À la tête de ces héros se trouvait l'élu. Il s'appelait Kyle, ainsi que l'arc divin Remia et la Vierge sacrée Sarah. Mais il y avait quelqu'un d'autre. Le magicien H. Ranel Van Trias, un autre, a déclaré qu'il était lesté et, malgré cela, est devenu le chef de la tour de magie. Il n'a pas été mémorable pendant toute la durée de la marche, et Kyle a fait tout le travail, alors que la veille, une escouade de héros incomparables s'est présentée. Les habitants l'ont reconnu et se sont mis à crier qu'ils étaient revenus pour les aider à lutter contre le mal. Les démons étaient partout, volant dans le ciel et rampant sur le sol. À ce moment, Kyle marchait devant l'escadron. Il se dirigea vers l'une des ruines et, posant le pied sur une pierre, regarda ce que l'incorrigible mal avait fait. Le héros choisi, Kyle Torben, était vraiment un homme courageux et guerrier, avec le reste des héros derrière lui. Arco Divino Remia a affirmé qu'ils étaient trop nombreux et qu'il ne serait pas facile d'affronter cette armée. La sainte jeune fille Sarah répond qu'ils ont le principal héros choisi, Kyle, et qu'il faut donc le laisser faire son devoir. Ils ont vu les créatures se répandre partout et ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas faire face. Ils voulaient faire sortir l'armée de la capitale. Soudain, le sorcier des cendres, Ranel Van Trias, se tient derrière eux et, posant une main sur l'épaule de Kyle, leur assure le contraire. Il s'est jeté dans l'épicentre même des monstres et a utilisé ses super-pouvoirs. Le sorcier Van Trias traversa l'ouragan et atterrit juste devant eux. Sarah et Remia ne comprenaient pas quand il avait le temps. Comme il était derrière tout le monde, Kyle décida de se taire à ce moment-là. À ce moment-là, le sorcier des cendres, Ranel Van Trias, appliquait des boucliers magiques et descendait en piqué pour affronter les démons. Il plaça des marqueurs magiques là où les monstres étaient en pandémonium, achevant ainsi la préparation de la compétence. Et il s'empressa d'appliquer la prochaine compétence magique. Il avait bien compris ce qu'il devait faire. Puis ses mains se couvrirent d'éclairs, déclenchant l'explosion magique. Ce qui s'est passé immédiatement, c'est que les soldats ont été impressionnés par le travail d'un escadron de héros incomparables. À ce moment-là, le chef des monstres voulut affronter l'escouade de héros. Le sorcier Trias a été le premier à entrer dans la mêlée, ici aussi, en utilisant une autre capacité magique. Il a littéralement contenu le monstre avec sa magie, le tour suivant étant une poussée magique. Les autres héros de l'escadron observent, Maïd Sarah constatant qu'il n'y a plus d'intérêt à battre en retraite. Beau Remia a déclaré qu'il prenait trop de risques en utilisant les compétences magiques les plus rudimentaires. En racontant tout cela à Kyle, elle espérait qu'il serait d'accord avec elle, car selon elle, le sorcier était stupide. Pendant ce temps, Van Trias travaillait toujours à la préparation d'un nouveau cadeau pour les démons. Cette fois, une chaîne magique exécutée par le même mage de cendres les attendait, des cercles magiques divergeant sur le sol. Il lance ensuite la capacité activée sur le monstre tout aussi rapidement. Paralysant le chef des démons, la foudre l'enveloppa complètement. Après l'avoir maintenu dans cette position pendant quelques secondes, il se tourna vers les autres et appela Kyle. Au même instant, il saisit son épée et s'élança pour asséner son coup le plus puissant au monstre. Le lendemain, après avoir vaincu les démons, l'escouade de héros est félicitée par les citoyens de la ville. Tous les gens ont crié le nom de Kyle et ont sincèrement remercié leur protecteur magique. Le sorcier Van Trias s'est mis à la remorque du reste des héros, comme s'il se tenait à l'écart de l'événement. Les festivités battent leur plein et ne se terminent que le lendemain. Pendant ce temps, à la maison de l'escadron des héros sans égal, on discutait des prochaines étapes. Le sorcier Sandré Trias demanda aux autres où ils allaient aller cette fois-ci. Il retire sa capuche de sa tête et observe attentivement les réactions ambiguës des héros. Soudain, Kyle déclara que personne d'autre n'irait nulle part avec Trias. Le sorcier fut surpris d'entendre cette réponse. Kyle a expliqué qu'à l'origine, ils s'étaient unis pour détruire le roi démon qui était mort, et que la paix était revenue dans le royaume. Mission accomplie donc, mais sans se retourner, il ajoute que rien d'autre ne les lie. Après qu'il se soit tourné vers lui, le magicien au milieu de la salle s'est découragé. Kyle annonce alors le verdict final, l'expulsion de Van Trias de la Hero Squad. Le jour où il a bu dans le bar, les jeunes l'ont encore jeté à la rue. L'un d'entre eux a supposé, à cause de son apparence, que le sorcier devait être fort, mais il ne s'est pas battu. Van Trias ne comprenait toujours pas pourquoi il avait été exclu de l'équipe des héros, il l'a dit à haute voix. Les garçons lui demandèrent de quoi il parlait, mais le sorcier ne les remarqua pas.
ni la situation dans laquelle il se trouvait, et continua à réfléchir. Après tout, c'est lui qui a fait le plus gros du travail, et il pense que si l'escadron est devenu si célèbre, c'est surtout grâce à lui. Les jeunes essayèrent de comprendre ce qu'il marmonne, supposant qu'il s'agit des divagations d'un ivrogne. Van Trias se leva et se secoua. Il n'avait toujours pas trouvé de réponse à sa question principale, à savoir pourquoi il avait été banni de l'escadron. Les adolescents menacèrent de le frapper. Le sorcier marchait dans leur direction et n'avait qu'une chose en tête. Après tout, il en a tué autant qu'il a pu, et des dragons et bien d'autres monstres. Il avait peur aussi, mais il continuait. En particulier, lorsque Kyle a rencontré le roi des démons, il s'est simplement enfui par lâcheté. Par conséquent, celui qui a infligé des dégâts critiques est le sorcier des cendres, Van Trias. À ce moment-là, il a littéralement activé la magie bleue et s'est dirigé vers les jeunes brutes. Il était convaincu que tout le monde aurait dû crier son nom à ce moment-là, que c'était lui qui aurait dû recevoir les applaudissements. Mais ce n'était tout simplement plus nécessaire. L'un des plus petits intrus commença à réaliser qui se tenait devant eux, mais ne put prononcer un mot. Le sorcier cendré déclara qu'il leur enseignerait l'intelligence et s'empressa d'appliquer ses connaissances. Pendant ce temps, un abricot vole vers la tête de Ranel qui hurle de douleur. Se frottant la tête, il a déclaré qu'il ne s'attendait pas à une telle réaction à ses malédictions. Le professeur, caressant sa barbe grisonnante, répondit qu'il ne s'attendait pas à un tel changement de la part de son élève. Il la regarde attentivement et s'adresse à elle en l'appelant Ranel. En réponse, il jette un coup d'œil surpris à son professeur. Il l'a prévenu que lorsqu'elle franchirait cette porte, elle s'appellerait Rania Van Trias, et qu'à partir de ce jour et de cette minute, Rania deviendrait l'enseignante de l'Académie Aphria. Le professeur lui demande à nouveau si c'est ainsi qu'il veut vraiment vivre sa deuxième vie. Il répondit que 5 ans s'étaient écoulés depuis la victoire sur le roi démon, et que depuis lors la paix régnait sur la terre. Et désormais, il ne sera plus jamais un héros, car il s'est fait une raison. Il a dit qu'il n'avait plus besoin de continuer ainsi, et qu'il avait pris une décision. Il deviendra professeur titulaire à l'Académie de magie d'Aphria, et commencera une nouvelle vie en faisant table rase du passé. Le coucher de soleil était exceptionnellement beau, et les oiseaux volaient avec insouciance au-dessus de la forêt. Soudain, dans la forêt, l'homme est attaqué par des chiens démoniaques. Il tombe à terre et tente de les chasser loin de lui, mais il s'approche lentement. Ils avaient des cornes le long du crâne, leurs yeux blancs sans pupilles terrifièrent le jeune homme. L'un des chiens grogna. Il ouvrit grand ses mâchoires pour révéler des crocs oblongs et acérés. Le son du grognement était perçant. Le jeune homme a eu peur et a cru que c'était la fin. Il a fermé les yeux et s'est couvert avec sa main, ce qui a provoqué des éclaboussures de sang sur le sol. Entendant le son distinctif, il ouvrit les yeux de peur et vit devant lui un spectacle effrayant. Le sorcier tua l'un des démons en utilisant sa magie, la meute des autres hésita à continuer à l'attaquer et battit en retraite. Ce sorcier était l'ancien sorcier des cendres de l'escadron des héros, Ranel Van Trias. Les bêtes démoniaques s'éloignaient de plus en plus du type. Le jeune homme utilise à nouveau ses pouvoirs magiques pour vaincre les animaux. Il dirigea son pouvoir magique vers les chiens démons, qui furent renversés et s'envolèrent loin de l'homme. Ranel Van Trias avait déjà vaincu un roi démon. Du sang coulait sur le sol. Tous les chiens démons continuèrent à voler grâce à la force du type. L'un d'entre eux s'arrêta tout de même et resta les pattes au sol. Ranel avait acquis une force incroyable. Il se tenait au centre du combat, l'énergie magique l'entourant. Il retourna son pouvoir vers le chien démoniaque, qui hurla à l'agonie. La force de Ranel était si grande qu'il put abattre la bête démoniaque une seconde fois. Ranel étendit les bras et poussa tous les chiens démons du quartier. Il n'était plus en vie. Chaque pouvoir a son prix. Une forte explosion se fit entendre dans la forêt, à l'endroit où Ranel s'était battu avec les chiens démons. Ranel regardait au loin, victorieux, mais quelque chose approchait derrière lui. En effet, le type avait tué le roi des démons, mais son corps était toujours scellé. Dans le dos de Ranel, un chien démoniaque s'approcha. Il ouvrit la gueule, espérant manger le garçon. Il se rapprochait déjà du jeune homme. Le démon chien ouvrit plus grand sa gueule et s'apprêta à déchirer le cou du sorcier. Ce saut sur le corps de Ranel permet aux démons de le retrouver où qu'il soit, car ils souhaitent se venger de leur maître. Le démon chien qui avait attaqué Ranel fut très surpris de le voir utiliser sa magie. Il créa un cercle magique. Après avoir tout appris, le type a réalisé que s'il restait un antéchrist, il mourrait tôt ou tard. Le magicien a canalisé son pouvoir dans le chien démoniaque. L'animal s'envole grâce à la force de Ranel. L'homme secouru s'assit sur le sol, perplexe. Il ne comprenait pas ce qu'était ce pouvoir. Il s'est avéré que ce magicien était une fille, qui a enlevé sa capuche et a demandé d'un air froid comment l'homme se portait. L'homme allait bien. Il a remercié la fille de l'avoir sauvé de ses démons. Elle serra poliment la main de l'homme. L'homme voulait connaître le nom de son sauveur. La jeune fille avait déjà commencé à répondre, mais elle a bégayé. Elle lui dit que cela n'avait pas d'importance, que la jeune fille lui indiquait le chemin par lequel l'homme pouvait retourner en toute sécurité à la ville, où il pourrait recevoir de l'aide.
La jeune fille a failli dire son vrai nom. Ranel Van Trias n'existait plus. La jeune fille rabattit son capuchon sur son visage en réfléchissant et poursuivit son chemin. La jeune fille voyagea longtemps et une longue nuit noire suivit au crépuscule. Cependant, la matinée était enfin claire. On pouvait apercevoir une grande maison au loin et le soleil éclatant illuminait tout. La jeune fille descendait la rampe vers la maison. Cela faisait longtemps qu'elle n'y était pas allée. Un souvenir lui revient. L'ancien H-Mage de l'escadron des héros avait pris sa retraite. Le maître de Ranel le regarda fixement, voulant lui demander quelque chose. On dirait que ce type avait vraiment l'intention de tuer le roi des démons. Il était déjà à la porte et s'apprêtait à partir. Son professeur a ouvert la porte et a demandé au garçon s'il était sûr de vouloir faire ce voyage, car il y avait de fortes chances qu'il meure. La magie de ce type n'était pas parfaite et il n'avait pas achevé sa formation. Il pouvait donc se mettre en danger. Ranel écouta attentivement. Ranel s'incline et s'excuse auprès du professeur en le remerciant pour tout. Le professeur regarde le garçon avec surprise. Le professeur regarda tristement Ranel. Le vieil homme serra les dents d'avoir un élève agité. Ranel poursuivit son chemin. Enfin, son maître lui dit d'apporter la tête du roi démon, et c'est alors seulement qu'il le reconnaîtra comme son disciple. 5 ans passèrent et Ranel, déguisé en fille, revint chez son maître. Il vit l'endroit où il avait promis de revenir. Ranel s'approcha de la porte de la maison de son maître. Il n'avait pas encore apporté la tête du roi démon. Ranel frappa à la porte de son professeur, espérant qu'il sera à la maison à ce moment-là. Le professeur ouvre la porte et se demande qui a été amené. Ranel salue joyeusement son professeur et enlève sa capuche. Devant le professeur se trouvait une jeune et belle fille, en fait la disciple de ce vieil homme qui était revenu après 5 ans. À ce moment-là, le professeur a eu l'impression d'être électrocuté. Il fut très surpris de voir la mystérieuse jeune fille. Le mage de cendre pensa que le professeur avait tout de suite compris qui était la jeune fille, et qu'il avait même compris pourquoi elle était venue. Le professeur pensait que son élève avait été tué au combat, commençait à se lamenter et regrettait de ne pas avoir utilisé la force pour l'arrêter. La jeune fille est troublée. Le professeur pensa que la jeune fille était venue lui apporter sa dernière volonté. Il pleura de chagrin, ne croyant pas que la seule chose qui restait de son élève était la canne qu'il lui avait donnée. Au début, le maître était réticent à laisser partir l'élève, mais il était fier d'avoir lui-même choisi la voie. Le maître avait entendu parler de tous ses exploits et pensait que sa contribution à la défense de l'humanité ne serait jamais oubliée. La jeune fille a essayé de tout expliquer au professeur, mais il n'a même pas voulu l'écouter. Elle ne sait pas quoi faire. Elle commença à tout expliquer à son professeur. La jeune fille lui dit qu'elle était son élève, Ranel. Le professeur ne la croit pas, il sait parfaitement qu'il ne s'agit pas de la même personne. À ce moment-là, la canne dans la main de la jeune fille brille d'une lumière bleue. La lumière du bâton sanctifiait tout ce qui l'entourait. Le maître fut très surpris de le voir. Il comprit immédiatement que c'était bien la couleur du mana de Ranel. Les yeux de l'homme s'illuminèrent. Il demande si la jeune fille est bien Ranel. Le professeur tremble d'étonnement. La jeune fille sourit et répondit qu'elle était en fait son apprentie, et elle s'en retourna. La jeune fille n'eut pas le temps de parler qu'un éclair de tonnerre éclata près d'elle. C'était comme un éclair. La jeune fille réussit à esquiver, choquée par la tournure des événements. Le coup de tonnerre brisa l'arbre derrière la jeune fille. Le professeur s'est retourné, c'est lui qui a lâché un éclair tonitruant. L'homme est visiblement mécontent de la situation. Le professeur dit à Ranel de le suivre. L'éclair lui ébouriffe les cheveux et il reconnaît le tempérament de son mentor. De nombreuses personnes de haut rang ont commencé à écrire au maître après la disparition de Ranel. De nombreuses lettres ont été envoyées à Rosel, l'ancien de la Tour des Mages. Les lettres étaient également adressées au professeur principal de magie de l'académie, Afria. Tous ces gens s'inquiétaient de la disparition de la personne, ils s'approchèrent du mentor du sorcier des cendres. Tous ces gens voulaient savoir où se trouvait leur apprenti, car personne n'avait eu de nouvelles de Ranel depuis plus de 5 ans, et tout le monde s'inquiétait de sa disparition. Le professeur hurle sa colère à Ranel, lui expliquant le nombre de lettres qu'il a reçues depuis le jour de sa disparition, lui demandant de retrouver ce type. Rosel avait gardé toutes ces lettres, elles étaient sur son bureau. Elle emmène la jeune fille les voir. L'homme était furieux que son apprenti soit sur le point de démissionner sans rien dire à personne. Le professeur était même prêt à se débarrasser de ces lettres parce qu'il était sûr que son élève était mort. Rosel sourit et tend à Ranel toutes les lettres depuis qu'elle est en vie. Une lumière bleue apparaît dans le dos de l'homme. Il s'agissait d'une nouvelle lettre du recteur de l'académie d'Afria, Aaron Van Terran. Une lettre d'une personne aussi haut placée était une affaire sérieuse. Aaron écrivait à son cher ami pour lui dire que le printemps était sur le point d'arriver, ce qui signifiait que de nouveaux sorciers allaient entrer à l'académie. L'homme espère que Rosel est prête à enseigner aux nouveaux élèves, mais il a aussi une question personnelle à poser dans cette lettre. Aaron se demande si son ami sait où se trouve Ranel en ce moment. Il voulait le savoir, car les nouveaux doués ont besoin de connaître le héros qui a sauvé leur monde du mal. Mieux encore, les nouveaux venus apprendraient beaucoup de choses utiles de sa bouche. Dans cette lettre,
L'homme lui demande de lui faire savoir si Roselle sait où elle se trouve. Ranel décide de brûler toutes les lettres. Son maître lui demanda s'il en était sûr. À ce moment-là, Ranel avait déjà créé une flamme dans sa main avec de la magie. La jeune fille ne voulait pas s'occuper de toutes ces lettres, elles ne l'intéressaient pas. L'enseignant a pensé qu'elle devait faire preuve de respect à l'égard de ceux qui ont écrit ces lettres. C'était le crépuscule. Au-dessus de la maison du professeur, il y avait un coucher de soleil d'une incroyable beauté. Le professeur regarde attentivement son élève et va tout savoir sur elle. Roselle demande ce qu'il est advenu du vrai corps de Ranel. La jeune fille regarde l'homme avec surprise. La jeune fille sourit maladroitement, ne sachant pas si elle devait lui raconter l'histoire. Ranel a été exclu de la brigade et est allé noyer son chagrin dans l'alcool. Des connards ont essayé de l'écraser. C'est alors qu'une créature démoniaque apparut, entourée d'une mystérieuse énergie. Elle attaqua le garçon, le frappa et du sang jaillit de la bouche de Ranel sur le sol. La créature continua d'attaquer en utilisant sa magie. Ranel décida de contre-attaquer, sauta au sol et commença à conjurer. Lui-même ne comprenait pas très bien ce qui lui était arrivé, et comment il s'était retrouvé dans le corps de la jeune fille. L'histoire ressemblait plus à une fiction. Le professeur se détourna et pensa que le garçon avait sans doute une raison de changer ainsi d'apparence. La jeune fille est surprise que le professeur ait cessé de l'interroger aussi facilement. Roselle se demande ce que la jeune fille va faire maintenant. Elle répondit qu'elle ne pouvait plus être aventureuse. Ranel est venu demander conseil à son professeur. La jeune fille tenait une lettre avec un sceau rouge. La lettre provenait du recteur de l'Académie d'Afria, Aaron Van Tyrant. Des chiffres magiques flottaient autour d'elle. Le professeur réfléchit et en se grattant la barbe, il a une idée géniale. Il propose à Ranel de visiter l'Académie d'Afria. La jeune fille regarde le professeur avec surprise. L'homme pensait pouvoir ainsi répondre à la demande de son vieil ami, qui souhaitait le retour du sorcier des cendres. L'Académie Afria était un lieu grandiose, avec d'immenses et beaux bâtiments, une fontaine de vent et des bancs tout autour. La jeune fille regarda le professeur avec détermination. Il semblait être un bon choix pour la suite des événements. Le lendemain, l'Académie d'Afria brillait au soleil. On y discutait de l'arrivée d'un nouveau professeur de magie. Aaron Van Teranta, recteur de l'Académie royale de magie d'Afria, était très heureux d'avoir un nouveau collègue, et ce même sur la recommandation de son ami. Roselle était assise dans le bureau d'Aaron, qui avait recommandé à son ami un sorcier très compétent, capable d'apprendre beaucoup à ses nouveaux élèves. Le vieil homme pensait que son ami serait heureux de voir le nouveau professeur en action. Aaron était sûr qu'il s'agissait du magicien des cendres. Le directeur était très intrigué. Aaron était prêt à passer un contrat avec lui immédiatement. Il ouvrit un tiroir du bureau. Rosal le corrigea en disant que le professeur serait une fille. Ce serait son adorable fille. Le vieil homme sourit et dit à Aaron de faire confiance à ses capacités, que la jeune fille pourrait faire face à son nouveau travail. Le directeur fut surpris que son ami ne fasse pas référence au sorcier cendré. Roselle ne comprenait pas pourquoi son ami pensait ainsi. Roselle présenta la jeune fille. Elle s'appelait Rania Van Trias. Elle était incroyablement talentueuse et virtuose en magie. Le vieil homme continua à parler de la jeune fille de façon flatteuse. Aaron est furieux. Il serre les dents de colère. Le directeur a surgi de derrière son bureau et a déclaré que les règles étaient les mêmes pour tous et que le personnel ne pouvait pas recommander ses enfants ou d'autres membres de sa famille pour un emploi et qu'il ne pouvait donc pas l'embaucher comme enseignante. Roselle prend un air sérieux, ne s'amusant pas de l'entêtement du directeur. Après tout, cela faisait des années qu'il disait qu'il ne pouvait pas trouver d'aide pour son département en raison de l'énorme charge de travail. Ici, Roselle a trouvé un autre grand professeur. Le directeur s'est levé de table et a expliqué que cette année était particulièrement importante pour eux tous, car ils recevaient des talents incroyables qu'ils n'avaient pas eus depuis 10 ans. Aaron a jeté les candidatures des étudiants à son ami et a exigé de les voir. Il était contrarié par le fait que Roselle allait faire du népotisme et demandait à embaucher sa fille. Roselle regarda avec intérêt les candidatures des nouveaux élèves. Il remarqua qu'il y avait parmi eux de nombreux sorciers compétents. Roselle était persuadée que seule sa fille pouvait les gérer tous. Le directeur est furieux que son ami ne l'écoute pas. Rania arriva un jour à l'académie. Elle entra dans la bibliothèque de l'Académie royale de magie. Dans la bibliothèque, des étudiants étaient assis à des tables. 6 ans se sont écoulés depuis sa dernière visite à l'académie, mais rien n'y a vraiment changé. La jeune fille parcourt avec intérêt la bibliothèque de l'académie qu'elle a elle-même fréquentée. Rania se souvient des paroles de son professeur, qui lui avait conseillé d'approfondir ses connaissances en matière de magie, puisqu'elle allait désormais l'enseigner à d'autres personnes. La jeune fille pensait que le vieil homme ne la connaissait pas du tout, car elle avait depuis longtemps lu tous les livres de cette bibliothèque et elle n'allait pas acquérir de nouvelles connaissances ici. Rania elle-même ne comprend pas pourquoi elle écoute le professeur et se dirige vers la bibliothèque. Devant elle, elle aperçoit un étudiant portant une cape de l'académie. La jeune fille entend les paroles indignées des élèves qui ont du mal à apprendre.
Le gaz assis à la première table s'est exclamé que son mana ne sortait pas. Il était désespéré. Sa plume, pour une raison inconnue, ne faisait plus de symbole avec le mana. Un cercle magique fut dessiné sur la feuille du garçon, mais il n'était pas complet. Le bibliothécaire a demandé au garçon de se taire. Le garçon voulait que ses amis l'aident avec la manne, mais ils ne pouvaient pas le faire non plus. L'un des garçons fixa ses lunettes et pensa que son mana n'était que dans la bibliothèque, et qu'il y avait probablement un lien. Les autres pensaient que seul un novice pouvait penser cela. Rania écoutait le dialogue des garçons, comprenant qu'ils ne pouvaient pas laisser sortir Mana car cela valait la peine de se concentrer un peu plus sur elle. Un homme vêtu d'une robe d'académicien s'avança vers elle. L'homme en robe de chambre se heurte à l'épaule de la jeune fille. Il s'agit de la 4e princesse, Lady Ayla, qui passe sa vie dans la bibliothèque. La jeune fille a été renversée par Rania, elle a laissé tomber tout son matériel d'études. La jeune fille commence à ramasser tous les papiers éparpillés. Rania en ramassa un qui contenait un dessin d'une sorte de cercle magique. Rania regarda le papier avec surprise. Ayla est une enfant bénie par les étoiles, considérée comme surdouée. Elle est entrée dans leur académie cette année. On attendait beaucoup de la jeune fille, le directeur estimant qu'elle devait apprendre auprès des meilleurs. Razel avait également entendu parler d'elle, car même la royauté devait être formée en raison de la loi martiale. Roselle prend le CV d'Ayla et le regarde attentivement. La photo de la jeune fille y est collée. Les restes de l'armée du roi des monts ravageaient encore leurs terres, et l'escouade de héros ne pouvait plus les combattre car le chef avait exclu le mage cendré de l'escouade de héros. Le directeur a dit à son ami que son élève était la raison pour laquelle cette fille était venue dans son académie, qu'ils se connaissaient tous les deux. Le directeur fit allusion au retour du sorcier cendré et dit qu'Ayla espérait le rencontrer en tant qu'apprenti. Roselle fit semblant de ne pas entendre son ami. Le directeur est scandalisé que son ami ait amené sa fille à sa place. Rania est sûre que la fille qu'il a rencontrée est la 4e princesse du royaume, Lady Ayla. Il y a 6 ans, il venait tous les jours dans sa bibliothèque et lui demandait de lui parler de magie. À l'époque, Rania était encore dans son corps du passé. Rania se rend compte qu'Ayla a beaucoup changé et grandi depuis lors, et qu'elle ressemble désormais à une grande fille. Ayla ne comprend pas pourquoi Rania la fixe et lui demande si elle est magicienne. Rania essaie de détendre l'atmosphère et dit que tout le monde à l'académie est un sorcier. La jeune fille n'était pas d'accord avec elle, car le nombre de sorciers incompétents augmentait chaque jour. Beaucoup de gens ne connaissent pas les bases de la transformation de la magie en chaîne, mais prétendent connaître un grand nombre de sorts. Mais ils ne sont pas de taille face à un mage cendré. Beaucoup de ces sorciers sont morts sur le front parce qu'ils ne savaient même pas comment construire correctement des chaînes magiques et lancer le bon sort. La jeune fille espère que Rania sera d'accord avec son point de vue. Rania lui dit qu'elle a raison et lui tend les papiers épars. Ayla s'excuse de s'être laissée emporter par la conversation et remercie la jeune fille de l'avoir aidée à rassembler ses notes. Ayla s'apprête à partir, mais Rania s'aperçoit qu'elle a laissé tomber une autre feuille de papier. Elle arrête la jeune fille. La jeune fille regarda la feuille, qui contenait le même diagramme du mystérieux cercle magique. Ce cercle magique était une barrière. La jeune fille voulait arracher la lame des mains de Rania. Sur la feuille figurait le dessin d'une rare barrière de Sukebara. Rania n'est pas pressée de rendre ce diagramme à Ayla. Rania comprit qu'il s'agissait de développement mort-vivant. Le circuit était un spécimen très intéressant. Ayla était surprise que la jeune fille le sache, après tout. Ce circuit était un trophée de l'équipe des héros. Aucun sorcier n'a réussi à déchiffrer ce schéma pour l'utiliser dans la bataille. Rania a dit que ce n'était pas si difficile à comprendre. Ayla essayait de le déchiffrer depuis des mois. Elle doutait que la jeune fille connaisse la solution. Rania pensa qu'il suffisait de scanner l'écriture autour du cercle. La jeune fille demanda à Ayla si elle avait essayé cette méthode, car elle n'était pas si difficile. Le visage de la jeune fille est sans expression de surprise. Ayla était furieuse de l'excès de confiance de la jeune fille. Elle exigea d'activer le sort ici et maintenant. Elle considérait les paroles de la jeune fille comme des insultes à l'égard d'un membre de la famille royale. Rania accepta de faire ce que la jeune fille lui demandait. Elle se mit à essayer d'utiliser son mana. La jeune fille montra les premiers signes du sort. La jeune fille fit alors un second geste, mais son mana ne sortit pas. Ayla expliqua qu'elle ne travaillerait pas tant que la jeune fille serait là à cause de sa bénédiction stellaire. La jeune fille était littéralement en train d'extraire le mana de tous ceux qui l'entouraient. Rania comprit ce qu'elle devait faire pour activer la barrière. Il fit un signe de la main et commença à utiliser Manu. Des symboles et des cercles magiques apparurent autour de lui. La jeune fille posa le pied sur le sol. Un cercle magique apparut sous son pied. Toute la bibliothèque est remplie du mana de Rania. Les disciples furent surpris par la force inhabituelle du mana de la jeune fille. Ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Les enfants n'ont pas compris d'où venait cette énergie si forte qui remplissait toute la salle de la bibliothèque. Ils se rendirent compte que ce n'était certainement pas la princesse Mana. Des symboles magiques apparurent partout. Rania voulait absolument prouver à la jeune fille qu'elle avait raison.
Elle continua à utiliser sa force et à construire une barrière de protection. Ayla était sûre que c'était impossible. La jeune fille regarda avec surprise les actions de Rani. La jeune fille a conjuré la barrière de Sukebar en un instant. Elle savait exactement comment expliquer clairement aux élèves son erreur de déchiffrage. À cet instant, la puissance du mana de Rania détruisait tout autour d'elle. Les élèves pouvaient à peine s'asseoir à leur pupitre. Rania allait montrer à la jeune fille comment elle était capable de conjurer une barrière protectrice. Grâce à sa magie, tout ce qui l'entoure brille d'une lumière éclatante, visible même à l'extérieur de l'académie. Rania est assise à la table avec Roselle. Elle n'a pas reçu le contrat de travail. Le vieil homme pensait qu'Aaron abandonnerait tôt ou tard et engagerait la jeune fille. Roselle tousse et dit que le directeur est toujours trop sérieux quand il s'agit de l'académie. Il ne reste plus qu'à attendre le verdict du directeur. Rania s'excuse auprès du professeur car il a dû supporter tant de choses pour elle. Roselle rassure la jeune fille en lui disant qu'il faudra trouver un autre moyen de lui trouver un emploi. À ce moment-là, 2 hommes en uniforme se dirigent vers la maison du vieil homme. On a frappé à la porte de la maison de Roselle. On cherchait le professeur. Rania a été surprise par cette visite inattendue. Le professeur leur a ouvert la porte. Les gardes de la princesse sont venus chez elle. Les hommes se sont excusés pour cette visite soudaine. Ils devaient transmettre un message de la princesse à Rania. Le professeur a dit qu'elle était sa fille. L'un des gardes d'Ayla a offert à la jeune fille un uniforme de l'académie, joliment emballé dans une boîte cadeau. Une lettre de la 4e princesse est également offerte avec le cadeau. Rania est surprise par ce cadeau soudain. Ayla souhaite apprendre la magie auprès de la jeune fille. La lettre précise qu'à partir de ce jour, Rania devient officiellement professeure à l'Académie des arts magiques d'Afia. Pendant ce temps, au château d'Ayla, la jeune fille est informée que le décryptage du sort de défense a été envoyé au front. La jeune fille remercie Sir Havel. Sir Gavel se rendit compte que quelque chose le tracassait. La princesse regarda son garde avec inquiétude. Le type était ennuyé que Rania ait déchiffré le sort de mort-vivant si facilement. Ils avaient enquêté parmi les soldats, mais personne n'avait entendu parler d'elle. Guy se demande comment une femme qui n'a jamais été sur un champ de bataille peut déchiffrer ce plan en quelques minutes. Ayla lui répond que c'est vraiment étonnant. En raison des compétences extraordinaires de Rania, elle veut que la jeune fille la forme. Sir Gavel fit remarquer qu'elle n'avait pas encore été interviewée par les professeurs du département de magie. La princesse est d'accord avec lui. Le garçon se demandait si la fille en était capable. La princesse est sûre que Rania réussira et deviendra son professeur. La jeune fille regarde par la fenêtre de son château avec un sourire. Elle a de grands projets pour Rania. À cette époque, chez Roselle, Rania se prépare à un entretien. La jeune fille a déclaré qu'elle ne voulait pas porter la robe de chambre qu'on lui avait donnée. Roselle est fâchée par l'attitude de la jeune fille. Après tout, la princesse avait acheté ce costume spécialement pour elle. Elle lui dit de se changer immédiatement. Il y aura des sorciers de la tour à l'entretien parce qu'Aaron n'était pas d'accord avec l'avis de la princesse sur l'embauche de Rania. En plus d'elle, de nombreux élèves talentueux se sont inscrits cette année et le directeur ne veut que les meilleurs professeurs pour les enseigner. Le vieil homme a fait remarquer que, puisque la princesse elle-même a vu un potentiel dans la jeune fille, elle ne peut pas avoir honte et que Rania doit avoir l'air digne. La jeune fille accepte néanmoins d'enfiler le costume qu'on lui a donné. Elle se regarde dans le miroir. Rania avait l'air d'une vraie professeure d'académie. La jeune fille avait rencontré la princesse il y a 6 ans à la bibliothèque et maintenant elle lui donnait ses objets. Cela semblait étrange à la jeune fille. Rania se dit que la jeune fille est peut-être en train de deviner quelque chose. Cependant, elle les abandonne rapidement et se rend compte qu'elle réfléchit trop. Rania doit se dépêcher pour ne pas être en retard à l'entretien. Il fait beau et les cerisiers sont en fleurs. Rania et Roselle se rendent à l'académie. Ayla les attendait déjà à l'intérieur. Certains enseignants ont demandé en plaisantant ce qu'était Belarouchka. Quelqu'un était assis sur une chaise d'honneur et tapotait nerveusement dessus. Le professeur de magie noire Edward ne pouvait pas croire que l'homme était nerveux avant de rencontrer la fille de l'ancien de la Tour des Cendres. Une fille assise à côté de lui avait l'air très anxieuse, les coudes posés sur la table. La fille avait tout écrit sur son visage. Edward se moquait d'elle. Il s'agit de Sally Dobera, professeure de magie légère. La jeune fille n'était pas nerveuse. Elle était agacée, et elle ne voyait pas l'intérêt de perdre son temps avec un sorcier dont personne ne savait rien. Ils étaient sur le point de se battre et ont commencé à taquiner la fille qui buvait l'élixir de longévité. Elle ne s'était pas battue depuis qu'elles étaient à l'académie. Un membre du personnel de l'académie tousse et annonce l'arrivée de Roselle Van Trias. Il a également indiqué que sa fille, Rania Van Trias, candidate enseignante à l'académie Afria, était arrivée avec lui. Tous les enseignants se sont tournés vers la porte avec surprise, voulant regarder l'aspirant enseignant. L'ancien de la Tour des Cendres n'avait plus formé personne depuis longtemps, son dernier élève étant un mage cendre de l'escouade des héros. Les 2 hommes entrèrent dans le hall de l'académie. Les professeurs n'ont pas compris qui était cette jeune fille.
dont le mérite a été reconnu par le professeur Roselle lui-même. La princesse Ayla regarde en souriant Rania, qui est entrée dans la pièce. Elle attend l'arrivée de la jeune fille. La princesse se leva de table pour mieux voir la jeune fille. Rania est entrée dans la salle en pleine parade, vêtue d'une magnifique robe offerte par la princesse Ayla. Tous les professeurs de l'académie ont regardé la jeune fille avec surprise, car ils étaient négatifs à son égard depuis le début. Ils ne comprenaient pas qui elle était et comment elle avait pu contrôler Manu malgré sa proximité avec la princesse. Les professeurs n'avaient jamais entendu parler de cette fille. Les élèves ont déclaré que Rania avait pu libérer Manu en ignorant la bénédiction de la princesse Ayla. Mais les professeurs ont estimé qu'ils exagéraient trop. Rania se sentait mal à l'aise face au regard des professeurs. Elle s'assoit mal à l'aise à la table à côté de Roselle et écoute tous les commentaires des professeurs. Sally proposa de commencer l'entretien, puisque tout le monde était en place. La princesse est d'accord avec la jeune fille. Saeli a présenté Rania comme une jeune sorcière et une candidate à l'enseignement. La jeune fille a dit qu'elle n'avait pas besoin d'être présentée. Rania n'était pas d'accord. Elle n'avait aucune idée de qui elles étaient. Sally se lève de table et déclare qu'aujourd'hui, elle et les enseignants prouveront que la jeune fille est tout à fait incompétente et inapte à être enseignante. La seule chose que la jeune fille possédait était une recommandation de l'aîné de la tour magique de Roselle, et jusqu'à présent, on ne savait rien d'elle. Aucun mérite au combat, ni aucune découverte. Sally était sûre que Rania n'avait aucune idée de la manière d'enseigner la magie aux autres. La jeune fille écoutait maladroitement la professeure qui la dépassait sans se soucier de rien. Sally se lève de la table et tape dessus. Il allait multiplier les arguments pour prouver son point de vue. Un prince d'un pays nordique est venu à l'académie. C'était un jeune homme très robuste. Il est le chef de la famille Grace et le futur roi du Nord, ainsi qu'un jeune homme extraordinairement talentueux. Sally pensait donc que Rania n'était pas capable de former une personne aussi talentueuse. Rania a demandé à Roselle qui était la dame. Il a tout expliqué à la jeune fille. Edward est d'accord avec Sally. Il est surpris que pour une fois, ils la soutiennent, malgré leurs désaccords et leurs disputes constants. Les enseignants ont estimé que Rania n'avait tout simplement pas l'expérience nécessaire pour travailler avec des élèves aussi compétents. Les professeurs ont commencé à parler du sorcier le plus fort des premières années, surnommé Bernua. Ce type pouvait terrasser à lui seul de nombreux adversaires à l'aide de son épée. Edward commence à faire l'éloge du jeune homme, disant que Bernua est un garçon incroyablement fort qui a vaincu tous les gangs de la ville. Rania a demandé de qui parlait. Les professeurs, il s'agissait d'un garçon des bidonvilles doté d'une magie inhabituelle qui avait été entraîné par Barbe Noire. Sally et Edward ont recommencé à se disputer pour savoir qui était le plus fort parmi les premières années. Ils faisaient tous deux la promotion de leur candidat. L'un des professeurs leur a demandé de se calmer. Roselle regarda sérieusement la façon dont ses compagnons se disputaient. Ils n'aimaient pas leurs paroles. Roselle voulait faire de même et expliquer pourquoi il pensait que Rania était une bonne candidate pour le poste. Le vieil homme comprenait tous les enseignants. Ils étaient préoccupés par l'avenir des élèves de l'académie, qui dépendaient directement de leurs professeurs. Roselle estime que ce n'est pas à eux d'évaluer les compétences de Rania, mais aux étudiants de décider s'ils veulent apprendre d'elle. Les professeurs ont réfléchi à la suggestion de Roselle. La jeune fille a souri en écoutant les paroles de son professeur. Elle était contente de sa suggestion. Roselle voulait parvenir à un accord avec les enseignants sur l'emploi de Rania. C'est le jour de l'examen de placement pour les étudiants de première année. Rania n'en savait rien. Roselle a posé comme condition que si la jeune fille réussissait ce test, elle serait engagée comme enseignante à l'académie. Rania regarde son professeur avec surprise. Elle n'avait pas réalisé qu'il avait un tel plan. Rania est contrariée que le professeur ne lui ait pas parlé de son plan, car elle ne connaît même pas l'essence de l'épreuve. Les héros arrivent à la forêt de Harmeil. Les professeurs commencent à expliquer le déroulement du test de niveau. Les étudiants de première année se pressent autour d'eux. Les garçons ne comprenaient pas pourquoi ils avaient besoin d'un autre test, puisqu'ils avaient déjà passé les examens d'entrée. Les étudiants s'en indignaient, car ils avaient suffisamment de cours et n'avaient pas le temps de passer des examens bizarres. Les élèves n'ont pas compris pourquoi ce test était administré spécifiquement dans la forêt de Harmeil. L'un des enseignants a demandé à toutes les personnes présentes de se calmer, faute de quoi elles n'entendraient pas tous les termes de l'épreuve. Rania s'ennuyait de ce test. Elle bâilla doucement. À ce moment-là, les élèves ont vu quelqu'un s'approcher d'eux. Ils ont immédiatement compris de qui il s'agissait. Vers eux marchèrent fièrement les meilleurs des meilleurs parmi les primo-arrivants. Parmi eux se trouve la princesse de leur pays, Ayla. Les plus forts ne sont que 4. La princesse Ayla était la première, suivie de 2 autres garçons et d'une fille. Ils sont entrés sur recommandation des professeurs de la tour magique. On les appelle les nouveaux héros de l'humanité. Rania ne se sent pas bien. Elle n'aime pas particulièrement l'idée de faire ce test. La jeune fille ne comprend pas qui a eu l'idée de donner des cours aux petites heures du matin, car elle a envie de dormir. L'un des professeurs prend la feuille avec les conditions de l'examen et commence à les expliquer. Une plaque de bois avec des hiéroglyphes était suspendue à un arbre. L'homme a annoncé que le test de niveau allait commencer.
Tout le monde a écouté attentivement le professeur. Rania s'ennuie, se gratte la tête et se dit qu'elle a envie d'une tasse de café. La familiarisation avec le contenu de l'épreuve de répartition pour les étudiants universitaires a commencé, mais il y a d'abord eu l'annonce des changements dans le corps enseignant. C'est César, professeur agrégé de magie élémentaire, qui en fait la lecture. Il a présenté la nouvelle assistante, Rania Van Trias, aux élèves. La jeune fille a dit bonjour. Elle était heureuse de rencontrer les enfants. Les élèves commencent à parler du nouveau professeur. César commence alors à leur expliquer comment se déroulera le test de niveau. Le test aura lieu dans la forêt d'Hermine. Pour les épreuves, les élèves seront répartis en 4 régions. Nord, Sud, Ouest et Est. Au centre se trouve une source de mana. Au centre de chaque région se trouve une pierre magique. Les élèves recevront des points en fonction du nombre de fois qu'ils auront touché la pierre magique dans leur région. La défense et l'attaque sont autorisées dans une certaine mesure. Toutefois, si les observateurs estiment que les élèves sont allés trop loin, ils ont le droit d'intervenir. La règle la plus importante était de ne pas s'approcher de la source de mana de la forêt, quelles que soient les circonstances. Tous les élèves doivent savoir pourquoi. Rania ne sait pas de quoi parle César. La jeune fille se demande pourquoi ils font un test dans un endroit problématique. Le visage de César change en un instant. Il ajuste ses lunettes avec colère. Le professeur se souvient de quelque chose. Ils n'ont pas encore décidé dans quelle région le professeur associé Rania sera observateur. Comme la jeune fille est arrivée un peu plus tard que les autres, César lui donnera une longueur d'avance. L'homme claque des doigts. Une carte de la forêt est apparue dans les airs. Rayaoui devait être un observateur dans la région du Nord. César a souri d'un air narquois. Il a dit qu'il n'y aurait pas de problème et qu'il pensait que la fille se débrouillerait bien. Les visages de tous les élèves ont changé. Ils regardent César avec crainte. Apparemment, cette région est dangereuse. L'explication des règles est terminée et le test de placement pour les élèves de terminale commence. Tous les élèves ont commencé à se rendre dans leur région, se sont dit au revoir et se sont promis de se revoir à la fin de l'examen. Les garçons se sont rassemblés en groupe et ont été téléportés par des cercles magiques vers leur secteur. La jeune fille réfléchissait encore à la région où elle devait se rendre. À ce moment-là, on l'appela soudainement. César lui a crié dessus. Rania a remarqué qu'il souriait toujours. La jeune fille se doute de quelque chose. Il s'approche de César. Il va lui parler de la région du Nord pour qu'il sache ceux qu'il risque de rencontrer. L'homme sourit d'un air narquois et dit que cet endroit était spécial, tout comme la fille. Il contiendra Belnoa de la tour de magie noire et Larkvan de la tour de magie blanche. César explique que les 2 étudiants ont été envoyés dans la région Nord. Il demande à Rania si elle peut s'en occuper. César se moqua de la jeune fille, car un conflit d'intérêts se préparait entre les maîtres des tours magiques. Et si l'un des représentants était blessé, les partisans ne se tairent pas. Il s'avère que César y a tout intérêt, car il attend depuis des années de devenir l'assistant du professeur Rosel et ne peut se laisser voler sa place par la jeune fille. Ces 2 étudiants sont très doués. Il faudra que Rania s'occupe bien d'eux. César rit et pense que c'est la fin de la règle du népotisme. La jeune fille a eu l'impression que l'homme la regardait de haut et a donc décidé de se rendre dans la région du Nord. Rania était ennuyée qu'il y ait autant de fous à l'académie. Elle se dirigea vers le portail de téléportation. Le commandant de la tour a alors été informé que les tests avaient déjà commencé. Édouard se tient pensif dans son bureau, fixant quelques papiers sur sa table. Le CV de Rania se trouve devant l'homme. Celui-ci le regarde attentivement. Il tapote nerveusement sur le bureau. Édouard allait attendre patiemment les résultats du test, mais il a été distrait par quelque chose d'étrange. Rania Van Trias est devenue l'observatrice de Belnoa lors de l'épreuve de qualification. Edward était sans doute le seul à avoir remarqué cette particularité, car la tour de magie noire surveillait de près ceux qui accumulaient le sort dans leur corps. Cependant, même l'homme ne pouvait pas savoir combien de sorts il gardait en lui, ni à quel cercle il appartenait. Même Édouard, le maître de la tour magique, ne pouvait pas lire la jeune fille. Cela l'a beaucoup surpris. Édouard allait laisser ses pensées de côté pour l'instant et profiter du test de niveau. Selon lui, ce qui s'est passé ne devrait pas affecter les résultats de l'examen. Edward soutenait son candidat et pensait que l'élève de White ne pourrait jamais battre Belnoa. Edward était sûr que le maître de la Tour Blanche avait une expression idiote sur le visage en ce moment, car son candidat allait certainement perdre. À ce moment-là, dans la forêt d'Hermin, dans sa région nord, la manne volait partout et quelque chose de dangereux se préparait. Quelqu'un a marché sur le sol et a commencé à utiliser la magie rouge sombre. C'était Belnoa qui utilisait la technique du tissage d'ombre. Le mana de Belnoa se répandit dans toutes les directions à partir du jeune homme. La silhouette de quelqu'un se dessine au loin dans la forêt. Il descendait la rampe en direction du jeune homme. C'était Lark Van Grace de la Tour de Magie Blanche, qui regardait son adversaire d'un air tendu. Belnoa reconnut le garçon et pensa qu'il s'agissait du jeune homme dont le vieil homme noir avait parlé. Dans le passé, Edward avait dit au garçon de prouver qu'il était meilleur qu'un élève de la Tour Blanche. Belnoa, rempli de colère, décida d'exécuter les ordres du vieil homme. Le garçon lança un regard furieux à son adversaire.
De la magie noire flottait autour de lui. Lark Van Grace remarqua le garçon et se retourna vivement. Lark adopta une position de combat et dit à Belle-Noa de ne pas se cacher et de sortir, car les vrais guerriers ne se cachent pas. Belle-Noa se mit à courir de toutes ses forces vers son adversaire et l'attaqua, avec sa magie noire. Belle-Noa commença à attaquer Lark, qui lui lança brusquement un éclair de magie noire. Lark décida de contre-attaquer, lançant ses haches magiques remplies de son mana sur Belle-Noa. La hache remplie d'énergie blanche coupa facilement en deux le jet de magie noire de Belle-Noa. L'homme est déconcerté par la force de son adversaire. Belle-Noa décida d'agir, dirigeant un autre flux de magie noire directement sur la hache, en colère. Le garçon faisait un grand effort pour faire face à Lark avec dignité. Résister aux attaques du candidat à la tour blanche était plus difficile que Belle-Noa ne le pensait. Il fut projeté en arrière par la force de ce type. En une seconde, Lark n'était plus visible, pensa Belle-Noa alors qu'il disparaissait. À ce moment-là, Belle-Noa remarqua quelque chose au-dessus de lui. Le jeune homme se crispa. Au-dessus de lui se trouvait Lark. Belle-Noa pensa qu'il avait vraiment l'air d'un mage de bataille. Lark avait une vitesse supérieure et une bonne masse de combat. Le garçon donna un coup de hache et commença à s'abattre sur Belle-Noa. Il frappa son adversaire de toutes ses forces avec sa hache. Belle-Noa réussit à se défendre avec un bouclier de magie noire. La force de Belle-Noa l'a déstabilisé, et il a été déconcerté de ne pas pouvoir dominer son adversaire. Belle-Noa pensait que l'histoire du troll déchiré n'était pas qu'une rumeur. Le garçon pensait qu'il lui serait difficile de vaincre Lark en combat singulier. Son adversaire se préparait à attaquer à nouveau. Le gars était déterminé et pensait qu'il n'avait pas encore perdu. Il allait utiliser une nouvelle technique. La main du jeune homme était bandée. Belle-Noa bougea son doigt, du sang en coula, il utilisait une technique d'offrande. Un cercle de magie noire s'est formé autour de lui et s'élève dans le ciel. Le type était sur le point d'attaquer. Rania a regardé le combat de ses étudiants. La jeune fille pensait que ses enfants étaient très bons. Rania était assise dans un arbre. Elle trouvait merveilleux que les garçons soient si énergiques, qu'ils se battent si vigoureusement les uns contre les autres. Les maîtres de la tour se vantaient d'une manière telle que la jeune fille ne pouvait pas savoir s'ils disaient la vérité. Mais les garçons s'avéraient vraiment bons dans ce qu'ils faisaient. Lark semblait pouvoir être envoyé sur le champ de bataille dès maintenant, et il n'était pas étonnant qu'il soit devenu l'apprenti numéro 1 du maître de la tour blanche. Cependant, Rania s'inquiète de l'envoyer du maître de la tour noire. La fille pensait que même s'il pariait sur une vraie bataille, ce que faisait le gars était exagéré. Les étoiles de ce monde sont le reflet de la vérité. Elles fournissent elles-mêmes le pouvoir aux magiciens en fonction du prix qu'ils paient. Le lieu de l'échange sacré est la balance divine. La compréhension du dispositif de la balance divine est nécessaire au mage qui va l'utiliser. Par conséquent, seul un petit nombre de mages est capable de résister à un certain flux d'énergie provenant de la balance. Mais il y a un revers à la médaille. Les magiciens qui n'ont pas pu conclure de pacte avec les étoiles ont créé un nouveau concept. Ils ont construit une imitation de la balance divine à leur image. Mais contrairement au vrai, ces balances nécessitent une offrande et il s'agit toujours d'un sacrifice du corps. C'est la technique utilisée par Belle-Noa. Il ne s'attendait pas à une victoire facile dès le départ et s'efforça d'utiliser son pouvoir. Le type pensait que la mort était naturelle. Il s'est cassé un doigt de la main droite à main nue. Puis Belle-Noa en a brisé 3 autres avec les doigts de la même main. C'était son offrande. Une énergie sombre commença à s'accumuler autour de sa main. Lark sentit un sentiment désagréable l'envahir. Le garçon se mit en alerte. Son instinct lui criait que cette chose était dangereuse et qu'il devait fuir. Devant Lark se tenait Belle-Noa, complètement enveloppée d'énergie noire. Lark se sentit obligé de reculer un instant. Le garçon tremblait de peur et commençait à reculer en titubant. À ce moment-là, Lark a frissonné, souri et pensé que ses pensées de retraite étaient effrayantes. Il estimait que, quelle que soit la situation, un combattant n'avait pas le droit de s'enfuir. Lark utilisa la technique d'accélération et se précipita vers le danger. Belle-Noa pensait déjà que son adversaire allait s'échapper. Celui-ci adopta une position de combat et se prépara à attaquer. À ce moment-là, Belle-Noa fut attaqué de haut par Lark. Il vola droit sur le jeune homme, sa hache scintillant au soleil. Lark brandit sa hache et frappa Belle-Noa de toutes ses forces. Ce dernier eut le temps de réagir et de se défendre avec son énergie noire. Lark appliquait de plus en plus de force sur sa hache, essayant de percer la barrière protectrice de Belle-Noa. Mais le gars avait du mal à le faire. Lark se rendit compte que quelque chose avait définitivement changé chez son adversaire, mais sa tactique de combat restait la même folie. Belle-Noa était surpris que Lark qualifie ainsi ses tactiques. Il ne comprenait pas qui était ce type pour dire ce qui était bien et ce qui était mal. Belle-Noa utilisa à nouveau le pouvoir du présent. Il regarda sa main gauche et, en un instant, 3 doigts furent brisés. Alondra ne comprenait pas ce qu'était ce sentiment sinistre qui l'enveloppait de la tête aux pieds. À ce moment, l'énergie noire de Belle-Noa devenait de plus en plus forte. Belle-Noa envoya sa langue sanglante vers Lark. Lark n'eut pas peur et courut droit sur le garçon. À ce moment-là, Rania apparaît.
Elle arrête les combats. Les garçons se figent en position d'attaque. Les garçons ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas bouger leur corps. Ils étaient terrifiés. Rania a expliqué que l'agressivité ne devait pas dépasser les bornes, comme cela a été le cas pour elle, et qu'elle devait cesser de se battre. La jeune fille a utilisé le pouvoir de la retenue. Elle a demandé si les garçons étaient attentifs. Rania fit un geste de la main et utilisa son énergie pour briser la magie noire de Belnoa. Le gars était surpris de voir que la fille détruisait son ombre. Elle ne pouvait toujours pas bouger. Rania regarde la main ensanglantée de Belnoa aux doigts cassés. La jeune fille devait soigner son élève, elle allait commencer par son bras. Rania commença à utiliser sa magie. Sa magie atteignit la main de Belnoa en un instant, et ses doigts commencèrent lentement à se reconstituer. Le garçon ne se rendit pas compte de ce qui se passait. Belnoa se rendit compte que la jeune fille avait interféré avec son accord avec la balance et l'avait invalidé. Il ne savait pas qu'une telle chose était possible. Le garçon est étonné par les capacités de la jeune fille. Il se demande qui elle estimated. Au bout d'un moment, la forêt devint silencieuse. Le soleil brillait dans le ciel, illuminant tout autour d'eux. Lark, debout devant son adversaire, reconnaît humblement sa défaite. Le garçon serra les mains en poing, convaincu qu'il ne pourrait pas échapper à son adversaire. Lark pensait qu'en se cassant le bras, l'ombre de Belnoa disparaîtrait. Cependant, le jeune homme se rendit compte que même si le membre avait complètement disparu, il ne serait allé nulle part. Belnoa a déclaré que Lark avait vu juste. Lark s'inclina humblement devant Belnoa, répéta qu'il avait perdu et reconnu sa défaite. Cependant, le jeune homme était préoccupé par autre chose, regardant intensément dans la direction de la jeune fille. Lark se demandait si tous les professeurs étaient aussi forts qu'elle. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait réussi à utiliser un frein alors qu'ils étaient tous les deux au sommet de leur pouvoir. Lark se dit qu'elle était peut-être une observatrice inhabituelle. La jeune fille était pensive, se dit-elle. Quel dommage. Rania ne comprenait pas pourquoi deux personnes de haut niveau étaient envoyées dans la même zone. Peut-être que l'académie avait besoin de se débarrasser de l'une d'entre elles. La jeune fille était sûre qu'ils étaient tous deux dignes d'apprendre. Elle va les promouvoir tous les deux. Les garçons la regardent avec surprise. En une seconde, la jeune fille a eu une idée géniale. Elle s'est illuminée de bonheur. Rania a appelé les garçons et leur a dit de la suivre. Ils marchent un moment dans la forêt ensoleillée. Les garçons sont enfin arrivés, suivant la fille. Ils ont été très surpris de voir la destination. Rania conduisit les garçons jusqu'à la fontaine de mana au centre de la forêt. La jeune fille se tient fièrement devant elle. Rania sourit largement et demande aux garçons de se lever un instant. Elle a quelque chose à faire. La jeune fille pose ses propres conditions. Si Belnoa tient 1 minute au printemps, elle fermera les yeux sur l'utilisation de la magie. Et si Lark tient 1 minute, il demandera au professeur Roselle de l'améliorer. La jeune fille était sûre que l'orgueil de Lark n'accepterait pas une autre issue. Les garçons savaient que s'ils s'approchèrent de la source, la manne dans les vaisseaux sanguins deviendrait incontrôlable. La fille a dit que cela ne se produirait que s'ils plongeaient leur corps jusqu'aux oreilles et s'éloignaient suffisamment du centre. Cependant, ces vaisseaux sanguins seront légèrement blessés et ses poumons seront remplis de sang. Il y a encore une petite chance de mourir, mais elle est très très petite. Les garçons ont été horrifiés par ces paroles. Rania a donné aux garçons le temps de réfléchir et ils ne savaient pas s'ils devaient accepter la proposition de la jeune fille. Les garçons ont eu peur. Belnoa repoussa sa peur et se demanda s'il devait aller à la fontaine. Le garçon a cessé d'hésiter et a dit résolument qu'il le ferait. Lark répondit que dans ce cas, il irait lui aussi à la source de mana. Guy estimait qu'un guerrier du Nord ne devait pas accepter la défaite aussi facilement. Lark ne tolérerait pas non plus d'être dépassé. Belnoa n'était manifestement pas satisfait de la détermination de son adversaire. Les garçons retournèrent vers Rania, leur test allait commencer maintenant. Les garçons se tenaient juste devant la fontaine de mana. Des gouttes magiques jaillissent de la source. Les garçons plongent prudemment leurs pieds dans l'eau. Ils ont tous deux plongé dans les eaux de la source. Les garçons se débrouillaient bien jusqu'à présent, pensait-il. C'était assez facile. Rania a commencé à compter les secondes que les garçons passèrent dans la fontaine. La jeune fille a fait le premier décompte. À ce moment-là, quelque chose d'étrange a commencé à se produire pour les garçons. Le souffle de Belnoa se bloque, il ne peut plus respirer. Le garçon ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Rania a compté jusqu'à 3. Les bouches des garçons commencent à saigner. Ils luttent pour ne pas tomber. La fille a fait le 4e décompte et a demandé au garçon de lui faire savoir s'il se rendait compte qu'il n'en pouvait plus. Rania, assise sur un rocher non loin de la fontaine de Man, ne cesse de compter le temps. Les garçons étaient très malades. Ils avaient du mal à supporter l'épreuve. Leurs vaisseaux sanguins éclataient. Leurs poumons se remplissaient de sang. La fille a compté jusqu'à 5. Elle s'est assise avec ennui sur un rocher, les pieds dans l'eau. Pendant ce temps, 2 autres disciples se trouvaient à proximité de la fontaine de Man de la forêt d'Hermen. Ils avaient l'air très fatigués et respiraient difficilement. Les enfants n'ont pas réalisé à qui ils avaient affaire et comment ils devaient se battre contre un tel pouvoir.
Les élèves se battèrent contre d'autres enfants d'1 an. Ils ne pensaient pas qu'ils seraient aussi forts. Les garçons se sont battus contre l'héritière de la tour grise. Ils pensaient qu'elle se battait trop sérieusement contre eux. Les garçons remarquèrent que cet endroit était un peu étrange. Il y avait des courants de mana partout. Les garçons se sont immédiatement sentis mal. Ils ne pouvaient plus respirer. L'un d'eux devina qu'il y avait une source de mana dans cette direction. Les garçons pensèrent qu'il ferait mieux de faire demi-tour, car s'ils continuèrent dans cette direction, ils commenceraient à cracher du sang, car aucun sorcier n'était en sécurité à cet endroit. À ce moment-là, Rania continua à compter tranquillement le temps pour Belnoa et l'arc. Elle en est déjà à 46. Les garçons étaient déjà sur les nerfs, le sang jaillissant de la bouche de Belnoa. La jeune fille compte jusqu'à 47. Rania prononça nonchalamment le nombre 48, l'arc étant à peine capable de se tenir debout à cause des effets négatifs de la fontaine de mana. La fille se tenait devant les gars. Elle en comptait 49, les gars n'avaient plus l'air en vie, leur corps souffrait de cette épreuve. Rania a l'air de s'ennuyer et compte jusqu'à petit 50. Elle assiste calmement au supplice des garçons. Au décompte suivant de la jeune fille, la conscience de l'arc s'obscurcit de douleur. Il commence à se rappeler les événements du passé lorsqu'il s'est retrouvé seul face au blizzard dans les montagnes. À ce moment-là, il a ressenti de la peur et de l'impuissance. L'image de son père est apparue devant les yeux du garçon. Il lui demanda farouchement s'il connaissait les noms de ceux qui pouvaient vaincre cette peur et cette impuissance. L'arc serra les dents et pensa que ces hommes étaient appelés de grands guerriers. Son père lui avait appris que les vrais guerriers du Nord pouvaient surmonter tous les défis et devenir plus forts. L'arc était déjà au bout du rouleau. Les jambes de l'arc tremblent. L'eau éclabousse autour d'elle. La jeune fille compta jusqu'à 57. Les 2 fois suivantes, du sang commença à couler des yeux de l'arc. Tout ce qui l'entoure devient noir. Le garçon a tenu 1 minute à la fontaine de mana. Dans son dernier souffle, il a levé la main. Le garçon ne peut plus se tenir debout et tombe sans connaissance. Rania le relève. La jeune fille mit l'arc en bandoulière et pensa qu'elle avait bien résisté à l'influence de la fontaine. Rania est prête à s'acquitter de cette tâche en 30 secondes, car la position de l'arc n'est pas favorable. La jeune fille porte le garçon sur la terre ferme. Malgré les difficultés, l'arc tient bon et fait même 3 pas en avant. Rania a jeté le garçon à terre. La jeune fille regarde Belnoa et lui dit que l'Arca a plus de courage que lui. Mais le jeune homme n'est pas si simple. Il sacrifie des gens pour rester à flot. Belnoa a utilisé le pouvoir de l'échange et s'est cassé 2 doigts pour supporter cette épreuve. Rania reconnaît la détermination de Belnoa. Elles finissent, la fille sort le garçon de l'eau par le cou. En conséquence, Belnoa a également perdu connaissance. Rania l'a jeté au sol à côté de l'arc. En les observant, Rania se souvient qu'une fois, leur tentative s'était également soldée par un échec. Rania regarda autour d'elle, la fontaine de mana bouillonnant d'énergie. Une question troubla la jeune fille. Je ne comprenais pas ce qui lui arrivait maintenant. La jeune fille se sentait normale près de la fontaine. Si cette forêt s'appelle Hermène, c'est à cause du vieil arbre du même nom, qui a été donné à Aplia par un ancien dragon magicien. Il y a une source de mana sous l'arbre. En fait, cela ressemble à une grande flaque d'eau. La jeune fille regarda attentivement l'arbre. Rania descend lentement son pied dans l'eau de la fontaine de Man. Lorsqu'un mage s'approche de la source, il est saturé de mana qui entre en résonance avec la magie de son corps, et cette confrontation supprime rapidement la force vitale. La jeune fille était immergée dans l'eau, marchant près de la source et cherchant quelque chose. Rania se souvient de l'épreuve qu'elle a subie dans le passé. À l'époque, ses vaisseaux sanguins avaient hurlé lorsqu'elle avait été immergée dans l'eau. La jeune fille avait trouvé le corps de son petit ami mort dans l'eau. À ce moment-là, le mana résonnant rétrécissait les vaisseaux sanguins de Rania, et elle devenait folle d'hallucination. 8 ans s'étaient écoulés depuis, et la jeune fille se demandait combien de temps elle pourrait encore tenir. Elle avait attaqué le territoire du roi des démons et s'était laissée envahir par l'énergie maléfique, mais elle devait ressentir quelque chose. La jeune fille continue de marcher sur l'eau, puis s'arrête soudainement. Rania est troublée. La jeune fille avait déjà atteint le centre de la fontaine de mana sans rien ressentir. Rania allait parfaitement bien. Rania sourit et se dit qu'elle doit admettre quelque chose. Toutes les épreuves du passé avec les autres comme héros n'ont pas été vaines, et la jeune fille est maintenant beaucoup plus forte qu'elle ne l'était à l'époque. À l'époque de l'Académie, César était très fâché que personne de la région du Nord n'ait été examiné. L'homme était furieux et pensait qu'à ce rythme, il pourrait être blâmé. Il regarde Rania et Roselle assises devant lui. César pensa que la jeune fille avait une expression ridicule sur le visage et il s'attaqua aux 2 étudiants, mais elle regardait l'homme. César serre le papier sous sa main avec fureur. Il est sûr qu'on le rendra responsable de la défaite, car il est l'aîné. Roselle caresse pensivement sa barbe grisonnante et constate que les propos de César sur l'interdiction de passage ne sont pas tout à fait exacts. César suppose que l'homme prendrait le parti de Rania parce qu'elle est sa fille. Le vieil homme est sûr que le jeune homme a également vu le rapport. Le rapport indique que Lark Van Grace
fait preuve d'un haut niveau d'alphabétisation et d'une excellente résistance. Il y a aussi la caractérisation de Belnoa. Lorsqu'il est mis à l'épreuve, ce type excelle en magie et en combat. Roselle a déclaré avec assurance que tous deux étaient des talents qui méritaient une éducation décente dans son académie. C'est donc à la demande de l'observateur que ces deux-là ont été amenés devant les disciples aînés. Le vieil homme sourit. À ce moment-là, Roselle évoque l'ordre d'inscription du directeur. La feuille tombe sur la table. Les garçons ont été évalués objectivement en fonction de leurs capacités et la relation entre les tours de magie noire et blanche n'a rien changé. Les deux garçons étaient inscrits dans la même classe. Le vieil homme demande si ce n'est pas grâce à César. L'homme est perplexe. Il serre les dents de frustration. César est d'accord avec Rosal. Il a pris la décision de mettre fin à la réunion. Rania et son professeur quittent le bureau de César. La jeune fille soupire et se demande comment César ne se lasse pas de vivre ainsi. Razel haussa les épaules et réalisa que la jeune fille avait bien réussi son premier test de niveau. Il était très fier d'elle. Rania sourit largement. Elle était très intéressée par la participation au test de niveau. Après tout, le parcours des garçons dans l'apprentissage de la magie était quelque peu similaire au sien. Cependant, les garçons se battaient, surtout au corps à corps. Et la fille pensait que puisqu'ils avaient de la magie, ils devraient l'utiliser. Le vieil homme se rendit compte qu'il s'agissait de mages de combat. Rania n'aimait pas cette approche après tout. Si les garçons utilisèrent la magie sur le champ de bataille, ils ne souffriraient pas autant. Roselle est surpris d'entendre cela. Le vieil homme était sûr que Rania ne se doutait même pas que c'était grâce à elle que les mages de combat étaient apparus. À ce moment-là, la jeune fille continua à expliquer sa position. Roselle dit à la jeune fille d'arrêter de se plaindre et d'aller à l'infirmerie pour prendre des nouvelles de ses élèves. Rania dit qu'elle est en route. La jeune fille emprunte le long couloir qui mène à l'infirmerie où sont allongés les garçons. Rania pensait avoir atteint l'endroit où devait se trouver l'infirmerie. De l'autre côté du couloir, elle voit deux personnes s'approcher d'elle. Rania détourna le regard, surprise, espérant distinguer les visages de ceux qui marchèrent dans le couloir. C'était le professeur Sally, suivi d'un homme. Sally aperçoit Rania et se tourne vers elle. Le professeur a demandé comment un observateur qui ne savait pas comment faire les tests décemment pouvait oser venir ici. Sally a eu l'impression que Rania la regardait avec insistance. L'enseignante s'approche de la jeune fille. Bien qu'elle soit maintenant sur le terrain de l'académie, la jeune fille est toujours enseignante dans la tour colorée, et elle considère que c'est une courtoisie élémentaire que Rania doit lui accorder. Sally a vu que la fille le regardait d'un air renfrogné et qu'elle se comportait comme si l'endroit lui appartenait. Sally sourit d'un air renfrogné et se dit qu'elle devrait faire entrer quelques règles de savoir-vivre dans la tête de la jeune fille. Sally marche sur le pied de Rania. Elle pense que la jeune fille est une magicienne dont le nom n'est que mensonge. Selon elle, la jeune fille ne mérite pas sa position. Sally attend donc les excuses de Roselle. Elle traite l'institutrice de la petite fille de grand-père inutile. À ce moment-là, le visage de Rania change. Rania pense que Sally est foutue. Elle regarde le professeur d'un air tendu. Rania s'apprête à attaquer le professeur à l'improviste, pour être plus dangereuse. Edward observe le conflit entre les filles. Il se dit qu'il devrait y mettre fin avant que les choses ne dégénèrent. Edward a essayé d'arrêter Sally en lui demandant d'arrêter. L'enseignante l'ignore et commence à utiliser sa magie. Sally commença à conjurer, des éclairs de magie blanche apparaissant tout autour d'elle. Edward essayait toujours de l'arrêter. Rania pensait que le professeur avait perdu la tête. Célier dirigea un flot de sa magie vers Rania, qui restait comme perplexe, immobile. La magie blanche de Sally avait presque atteint la jeune fille. Elle lui jeta un regard froid. Cependant, Sally n'allait pas faire de mal à Rania. Elle savait comment contenir son pouvoir et arrêter sa magie au bon moment. À ce moment-là, une explosion se produit juste au-dessus de Sally. Le plafond s'est effondré. Sally recula sous l'effet de la surprise. La jeune fille regarda avec effroi le résultat de la magie de Rania. Il y avait un trou brûlé dans le plafond. Des morceaux se détachaient. Sally pensait qu'Edward avait intercepté son sort et l'avait redirigé. Mais l'homme savait qui était la source d'énergie. Edward n'arrivait pas à croire que Rania avait redirigé la magie de Sally et augmenté la puissance de son coup. Même maintenant, l'homme ne s'est pas rendu compte qu'elle activait son sort de réserve. Rania se tenait mal à l'aise dans le dos de Sally. Edward tousse. Il essaie de désamorcer une situation tendue. Edward demande à Sally ce qu'il y a de bon à agir de la sorte et lui demande de ne pas se ridiculiser. La jeune fille est très en colère lorsqu'elle entend cela. Edward se tourna vers Rania avec crainte. Il savait qu'elle s'inquiétait pour son élève et lui proposa de partir. Rania était plus qu'en colère. Ses yeux brillaient de la lumière de la magie bleue. Et ils sont sortis tous les deux, toujours en train de se disputer, Sally disant que sa fierté était en jeu et réprimandant Edward. Rania les entendit parler. La jeune fille avait amené ses élèves près de la fontaine de mana, elle était donc prête à recevoir un coup sur la tête. Cependant, elle était très fâchée que Sally s'en prenne à ses chaussures. Rania lève la tête et regarde le résultat de son action, un trou dans le toit de l'académie.
la jeune fille se dit qu'elle a fait une grosse bêtise. C'était une journée ensoleillée et claire, avec des sakuras en fleurs dans la cour de l'académie. Le soleil brillait dans le ciel. Les pas de quelqu'un se font entendre sur le parquet de l'académie. Une jeune fille marchait dans un des couloirs de l'académie. Le garçon à côté d'elle a été surpris par sa présence. Elle était l'une des élèves les plus fortes de l'académa. L'un d'entre eux s'éloigna de la jeune fille en courant jusqu'à la fontaine de mana. Les garçons pensaient qu'il était impossible de regarder la fille pendant longtemps. Tous les élèves étaient effrayés par sa présence. La jeune fille était l'héritière de la tour magique grise. Elle s'appelait Lesty Eleanor. Lesty s'assit dans l'une des rangées de la salle de classe. Elle posa son manuel devant elle. Les autres élèves la regardèrent avec méfiance. Assise dans le public, la jeune fille réfléchit. Il y a 2 jours, dans la région ouest de la forêt d'Hermen, Flattery tenait une pierre magique entourée de 10 familiers. Elle les manipulait tous à la perfection. Les élèves observent la jeune fille derrière les buissons. L'un dit à l'autre d'abandonner, qu'ils peuvent essayer d'aller dans une autre région. Flattery a l'impression que quelqu'un l'observe dans son dos. La jeune fille ferma les yeux et utilisa la technique du dédoublement de la vision. Au même instant, un oiseau de son mana se matérialisa au-dessus de Flattery. Il vola très haut dans le ciel. La jeune fille oiseau scruta les environs de la forêt. Il semblait que tous les participants proches avaient abandonné. Flattery a estimé qu'il était temps de mettre fin à l'usage de la force dans cette affaire. Soudain, la jeune fille se rend compte d'une chose. Elle regarde à travers les yeux d'un oiseau. Elle est stupéfaite. Lesty a vu Rania Van Trees, l'observatrice de la région nord. Rania était toute mouillée. Lesty ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Après tout, la seule source d'eau dans la forêt devrait être une source de mana. Lesty pensait que c'était impossible, puisqu'après avoir passé autant de temps dans ce milieu, tout le monde était assuré de mourir. Lesty savait que même le seigneur Raniel n'oserait pas s'approcher du centre de la fontaine de mana. Elle pensait qu'une fille ne pouvait pas gérer une telle chose. La jeune fille se souvenait qu'enfant, elle était constamment comparée à Lord Raniel. Elle avait été considérée comme un mage inférieur, et elle avait été tenue à un niveau plus élevé. Flattery se sentait mal à l'aise dans la salle de classe. Elle avait un air déprimé sur le visage. La jeune fille serra les dents. À ce moment-là, la porte de la salle de classe s'est ouverte. Les garçons n'ont pas réalisé qui était entré. Après tout, il devrait maintenant y avoir des échanges de base et de mana. Les étudiants se rendent compte que ce n'est pas le professeur Roselle qui présentera la conférence d'aujourd'hui. Lesty regarde attentivement sa nouvelle enseignante. Elle la reconnaît. « Professeur, saluez les élèves. » Le professeur était Rania. Elle a dit qu'elle enseignerait aujourd'hui à la place du professeur Roselle. La jeune fille s'est présentée comme son assistante et a dit qu'elle était heureuse de voir les élèves. Après la fermeture, on a commencé à parler du nouveau professeur. De nombreuses rumeurs circulaient au sujet de la jeune fille dans l'académie. Belnoa a également assisté à la conférence. La princesse Ayla est également assise dans la salle de classe. Elle est heureuse de voir Rania. Les élèves savaient que la jeune fille avait été préparée par des relations. Les garçons pensaient que le professeur Roselle n'avait jamais besoin d'un assistant et qu'il y avait donc beaucoup de népotisme à l'académie. Lark regarda attentivement le professeur. Rania entend toutes les conversations des garçons dans la salle de classe. Elle attend le début du cours. Un peu plus tôt, Roselle lui avait demandé de lui donner une leçon, car il devait se rendre à une réunion de la tour magique. La jeune fille doutait que ce soit une bonne idée. Flattery fut surprise de voir qui présenterait la leçon d'aujourd'hui. La fille n'avait pas de visage. Rania distribue les feuilles de devoirs aux enfants. Elle les place sur les bureaux. La jeune fille a expliqué qu'aujourd'hui, les enfants devaient accomplir une tâche, mais qu'ils étaient libres de poser des questions. Au moment même où quelqu'un dans le public a levé la main, cet étudiant avait une question à poser. Rania est surprise car ils viennent de commencer et il ne devrait pas y avoir de questions pour l'instant. La jeune fille autorise l'élève à poser des questions. Lesty a levé la main et a demandé des conseils sur la manière de résoudre la 30e tâche. Les garçons ont commencé à parler entre eux. La 30e question portait sur la théorie de l'horloge divine, et seul le professeur Roselle pouvait y répondre. Apparemment, la fille avait décidé de faire une blague au professeur, ce qui amusait les garçons. Rania prend la feuille de devoir et commence à lire pensivement le 30e devoir. Les garçons ont trouvé qu'il était très habile pour faire semblant de penser. Ils se sont moqués du professeur. Un élève a déclaré que le niveau de connaissance dans la classe de Roselle était peut-être trop élevé pour une fille. Cependant, Roselle a prévenu la jeune fille qu'elle n'était pas forcément d'accord avec les élèves et qu'il était inutile d'essayer de leur expliquer ce qu'ils devaient simplement faire et qu'ils comprendraient au fur et à mesure. La jeune fille a du mal à comprendre car elle agit toujours pour apprendre. Roselle a déclaré avec colère que ses élèves ne lui ressemblaient pas. Le vieil homme sourit et ajoute que la jeune fille pourrait ne pas se retenir afin de préserver sa réputation. Rania se rend compte que le professeur avait prévu cette situation avec la 30e question. Bien sûr, le professeur lui avait dit de ne pas se retenir,
mais la jeune fille pensait qu'elle ne devait pas causer plus de chaos. Rania a décidé de prendre son temps et de commencer à étudier. À l'époque, Lesti avait déclaré que la jeune fille ne connaissait pas la réponse à cette question. Lesti a ajouté qu'elle avait des attentes exagérées à l'égard du professeur adjoint Rosel. Les élèves ont été surpris par l'attitude insolente de la jeune fille. Flattery conseille à Rania de faire plus d'efforts. Même si elle est arrivée grâce à un lien, la jeune fille devrait avoir appris au moins les bases. Lesti pensait qu'il était trop tôt pour que Rania devienne assistante. Rania lui répondit que si la jeune fille avait tant besoin des écailles divines, elle pourrait facilement les matérialiser.